Bonjour à tous. Petite question du jour. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment était utilisé votre argent dès lors que vous souscrivez un contrat d'épargne, comme par exemple une assurance vie, un plan d'épargne retraite, un contrat de capitalisation, un plan d'épargne entreprise, et j'en passe. La plupart des gens que je rencontre aimeraient que leur argent travaille pour eux. Et pourtant, les Français le confient souvent à des institutions financières, des banques, des assureurs, en espérant qu'ils le fassent fructifier. C'est compréhensible. Si je vous demandais de me prêter les clés de votre voiture, comme ça, dans la rue, alors que l'on ne se connaît pas, il est fort probable que vous me disiez non. C'est même évident. Alors j'ai une petite question toute bête. Pourquoi 86% des épargnants français ne savent pas comment est utilisé leur argent? C'est l'une des conclusions de l'étude Les Français et l'usage de leur épargne par les banques, de mars 2021 d'Opinionway. En 2019, le magazine Capital dévoile dans son article Culture financière, les Français, mauvais élèves en Europe, dans lequel il présentait une étude de la Banque de France. 77% des Français estiment avoir un niveau de connaissance moyen ou faible sur les questions financières et seuls 17% des répondants considèrent en avoir une connaissance élevée. Ça promet. En même temps, j'ai trouvé des articles de plus de 10 ans qui donnaient déjà la même tendance. Alors on peut dire sans trop de risques que ce sera pareil dans les 10 prochaines années. Pour répondre à beaucoup de questions que j'ai reçues sur mon blog, j'ai pris un peu de temps pour expliquer le plus simplement possible comment fonctionne la majorité des contrats d'épargne qui existent. C'est un challenge car expliquer en quelques minutes quelque chose de complexe en quelque chose de compréhensible n'est franchement pas évident. Bienvenue dans le monde fabuleux de la finance. Mais avant ça, petit générique. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et vous inscrire gratuitement sur le blog lecercledesAvisés.fr pour accéder à l'ensemble des astuces et des conseils concernant votre argent. Pour vous faciliter la compréhension du sujet, je vais vous demander d'imaginer un iceberg. Vous voyez la partie immergée, mais pas du tout ce qui est sous l'eau. Vous y êtes? Dans un contrat d'épargne, ce que vous voyez, c'est ce que vous pouvez lire dans votre contrat. Les règles, les conditions, etc. Et la partie souvent que nous ne voyons pas, c'est ni plus ni moins un portefeuille financier. Pour schématiser, c'est le moteur même de mon contrat, celui qui vous fera gagner ou non de l'argent. Tout dépend donc des composants et de la puissance que je souhaite y mettre. La question est alors de savoir comment se construit mon moteur et la puissance que je souhaite y mettre. Pour expliquer le plus simplement possible, mon moteur est constitué de ce que l'on appelle des supports financiers. Ces supports peuvent être soit des fonds euros ou des unités de compte. La puissance de mon moteur se caractérise par les rendements que je cherche à obtenir par rapport au risque que je prends. Si vous serez d'accord pour dire qu'une Renault 4L, dont la fiabilité n'est plus approuvée, ira toujours d'un point A vers un point B, mais avancera beaucoup moins vite qu'une Formule 1, bien plus puissante, mais dont le moteur peut casser à tout moment. Tout est donc question de proportion et d'objectif. Allons, si vous le voulez bien, un peu plus dans la compréhension de mon portefeuille financier. Comme je le disais précédemment, je peux acheter des fonds euros, mais c'est quoi? Si j'investis tout ou partie de mon argent dans ce type de support, mon capital est garanti. Dans l'absolu, je ne peux pas perdre d'argent. Mais il y a une contrepartie importante à connaître. Les rendements fondent comme neige au soleil depuis 25 ans. Il n'y a qu'à regarder le graphique pour s'en rendre compte. Je ne l'invente pas. Aujourd'hui, ce support a rapporté 1,27% en moyenne en 2020, selon l'ACPR. L'ACPR, c'est ni plus ni moins l'organe de supervision français de la banque et de l'assurance. Alors quelques-uns me diront, c'est super, oui c'est super d'avoir des fonds euros si je ne prends pas en compte les frais de gestion ou encore l'inflation, autrement dit, la perte de mon pouvoir d'achat du fait de l'augmentation générale et durable des prix. Certains ont même été surpris de voir leur épargne, en 2020, fondre à cause de ces mécanismes. Chacun se fera son propre avis. Je peux aussi investir sur des unités de compte. Ce sont des supports financiers qui offrent la possibilité de placer indirectement mon argent sur des marchés financiers et immobiliers et avec des rendements souvent attractifs. Les unités de compte sont libellées en nombre de parts et permettent de bénéficier de leur diversité. On peut par exemple nommer les actions, les obligations,
les produits structurés, les trackers, les fonds monétaires et j'en passe. Entendons-nous bien, ici, l'argent que je place n'est jamais, mais vraiment jamais garanti. Mais à partir du moment où je ne suis pas garanti, je dois donc avoir une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est simplement la possibilité d'obtenir des rendements supérieurs au rendement des fonds euros. Et le bon sens ici, c'est de minimiser le risque que je prends et maximiser mes possibilités de gain. Vous commencez à comprendre? Dans les unités de compte, je peux investir sur des actions. Alors beaucoup en parlent, mais peu savent vraiment l'expliquer. Pour faire simple, l'achat d'une action est ni plus ni moins l'achat d'un morceau du capital d'une société. En échange de quoi je peux percevoir des revenus sous forme de dividendes ou de plus-value. Les dividendes, c'est ce que verse la société à ses actionnaires pour les remercier de contribuer au développement. Attention, toutes les sociétés n'en versent pas, surtout quand elles n'ont pas, par exemple, atteint leur objectif annuel. Les plus-values, eux, c'est la différence entre le prix d'acquisition et le prix de vente d'une action. Lorsque la même société fait des bénéfices, les investisseurs achètent plus, faisant prendre de la valeur à l'action. Je vous rassure, quand la société n'a pas atteint ses objectifs, souvent les investisseurs la sanctionnent en vendant leurs actions, ce qui fait mécaniquement baisser la valeur de l'action à l'achat. En définitive, lorsque l'on achète une action, il ne faut pas perdre de vue que l'action que j'achète va être investie dans des sociétés pour les aider à grossir, à investir et à se développer. Et cela peut prendre du temps. Il y a une étude que j'ai lue dans le magazine Le Revenu qui indiquait que sur 30 ans, les actions avec dividendes ont gagné, tenez-vous bien, 1352%. Et si on compare toutes les familles de placement, les actions ont fait beaucoup mieux, même en comparant le placement en immobilier. Immobilier, justement, je peux aussi investir dans cette classe d'actifs. J'achète des parts dans une société de gestion qui gère de l'immobilier à ma place et me rétribue une partie des revenus locatifs. C'est plus souple et souvent plus abordable que d'acheter de l'immobilier sous forme de pierre-papier, SCPI ou autre, ou encore en détenant à 100% un bien immobilier. Je peux aussi investir dans des obligations. Pour simplifier, j'achète un morceau de dette émis par une entreprise ou même un État. Pour comprendre, c'est un peu comme un prêt immobilier. On vous prête un capital en contrepartie du remboursement d'une mensualité. Sauf qu'ici, je ne rembourserai que des intérêts à ma banque. Quand tout va bien, le capital que j'ai prêté m'est remboursé au terme de la durée d'engagement. Et il est possible, pendant cette durée, de percevoir des intérêts régulièrement, par exemple par mois. Il faut savoir que les fonds euros sont en moyenne composés à 80% de ce type de support. Vous avez d'autres types de supports comme les produits structurés, les trackers, les monétaires et j'en passe, ce que j'expliquais précédemment. Mais cela va devenir beaucoup plus technique et ce n'est clairement pas l'objectif de cette vidéo. Que vous ayez déjà un contrat ou la volonté d'en avoir un, je vous invite quand même à réfléchir à votre placement. À défaut, comprendre comment son moteur fonctionne. Il y aurait peut-être d'ailleurs moins de personnes déçues si leur vendeur leur avait simplement expliqué comment leur contrat fonctionnait. Beaucoup d'investisseurs français se sont grillés les ailes et préfèrent aujourd'hui l'immobilier. Certes, plus tangible, car on peut le voir, on peut le toucher, mais il ne faut pas oublier que c'est un marché cyclique. Il suffit de regarder les bulles immobilières depuis les années 80 ou la crise subprime de 2007 pour s'en convaincre. Après, soyons clairs, il n'y a pas de débat avec vos croyances et vos choix. Bref, en règle générale, un investisseur avisé aura toujours tendance à ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est pourquoi bien souvent, dans les portefeuilles financiers que je paramètre, personnellement, je limite au maximum la corrélation entre les fonds. Alors de quoi je vous parle? Plutôt que de vous donner une définition mathématique, prenons un exemple. Je décide d'investir dans une société que je vais appeler A, qui vend une société B. Si les deux sociétés gagnent de l'argent, je gagne de l'argent. Mais si pour une raison XY, la société A a des difficultés comme par exemple le climat économique ou politique non satisfaisante, une gestion de l'entreprise plus vraiment en phase avec la stratégie qui était définie au départ, ou encore l'obsolescence de ses produits. Il est fort à parier que cela va impacter ses bénéfices, c'est évident. Maintenant, par effet mécanique, la société B, que je vous rappelle est cliente, peut être significativement impactée. Retard de livraison, volume insuffisant des produits de la société A, etc. La conséquence pour moi, investisseur, c'est que si une valeur baisse, alors cela peut être la totalité de mon portefeuille qui baisse.
car je suis corrélé. Un exemple évident aujourd'hui est la production, par exemple, et ça reste qu'un exemple, de pompes diesel pour l'industrie automobile. Ou encore un tour opérateur qui, impacté par le manque de transport civil, marché alors au plus haut il y a encore quelques mois, s'est fortement dégradé du fait du confinement. Petit cadeau, je vous donne aujourd'hui quelques thématiques que j'affectionne, déterminées en fonction de mes valeurs, de ma compréhension des marchés et surtout établies dans ma compréhension du business et dans nos vies de demain. Je précise ici que je ne travaille qu'avec des sociétés de gestion que je connais. Il faut comprendre la stratégie d'investissement des fonds, lire l'analyse des risques des fonds et j'en passe. C'est un vrai boulot que vous pouvez faire seul, ceci à vos risques et périls. Si vous souhaitez être accompagné par un professionnel, assurez-vous que ce dernier dispose du statut de conseiller en investissement financier réglementé par l'autorité des marchés financiers que vous pouvez librement trouver sur le site de l'ORIAS. Voici quelques exemples donc de mes réflexions. Premier sujet, l'immobilier. Avec l'évolution de notre démographie, ce marché devrait très bien se porter dans les années futures. Selon l'INSEE, nous serons 70 millions de Français d'ici 2050. Il y a donc de la marge, surtout aujourd'hui. Aussi, investir sur ce type de support a, selon moi, du sens, à condition de savoir quoi acheter et surtout pas à n'importe quel prix. Deuxième point, la silver economy. Ce n'est une nouveauté pour personne. Le nombre de retraités dans les prochaines années, à moins d'une énorme catastrophe, devrait encore augmenter. Les besoins augmenteront également. Il est estimé que nous serons à peu près 2 milliards d'êtres humains de plus de 60 ans d'ici 2050. Autre secteur, le secteur de la santé et des biotech. Bon, je n'ai vraiment pas besoin d'expliquer pourquoi ce secteur a de l'avenir. Passons aux valeurs technologiques. Ayant personnellement une très forte influence du fait de quelques années d'études sur ces sujets, et ayant fait une thèse sur les méthodes de valorisation d'une société Internet il y a quelques années, ce secteur ne doit pas être investi, selon moi, n'importe comment. Pour la petite histoire, j'ai vu dans ma carrière un gérant injecter 5 millions de dollars dans une société Internet qui entrait à ce moment-là en bourse. Il était évident pour moi que le prix de vente d'une seule action était clairement surévalué. Résultat, en 2 jours, le cours de l'action sur cette société avait fortement chuté et bizarrement, la société de gestion n'était plus dans la liste des investisseurs. Je ne sais pas comment et ni ce qui est advenu le gérant en question, mais cela a dû être dur de justifier comment et pourquoi il avait misé autant sur une coquille vide. En même temps, ce n'était pas son argent, mais c'était peut-être le vôtre, je ne sais pas. Bref, dans la tech, je vise quand même des sociétés de la robotique, la cybersécurité ou encore la big data, sujet d'avenir. Il y a d'autres sous-secteurs, mais je ne peux pas tous les lister. Il y a un autre secteur, c'est l'industrie de demain. On sait qu'elle aura besoin de métaux précieux. Il est donc justifié d'anticiper et de placer intelligemment son argent dans ce type de valeur. Une analyse fine de certains marchés permet même de comprendre ce qui peut être d'avenir. Nous avons aussi tout ce qui est lié au développement durable, énergie renouvelable, gestion des déchets, retraitement de l'eau, etc. Il suffit de s'intéresser un minimum à l'actualité d'aujourd'hui. Encore faut-il être partenaire de sociétés de gestion solides pour comprendre leurs objectifs, leur méthodologie et leurs cibles, etc. Pour information et surtout pour donner un peu plus de légèreté à cette vidéo, un économiste assez connu qui passe régulièrement à BFM Business m'avait expliqué un jour qu'il y a des secteurs qui rapportent beaucoup, mais que moralement c'était assez discutable. Pas sûr que vous expliquiez à vos amis, vos collègues, votre famille, que vous investissiez dans le secteur des armes ou encore l'industrie du sexe. Pour conclure cette vidéo, voici une petite illustration avec l'un de mes logiciels pour la sélection, le paramétrage et le suivi des fonds d'un de mes portefeuilles. Je ne vous présente que le résultat. Malheureusement, je ne peux pas vous donner les noms des fonds, étant réglementés. Je n'ai pas vraiment envie d'être accusé de favoritisme par des sociétés de gestion. Pour faire simple, j'ai acheté différents supports en 2011, pour un total de 100 €. Aujourd'hui, si je vendais, je prendrais 250 €. Si j'avais investi sur le CAC 40, qui pour rappel correspond aux 40 plus grandes entreprises françaises en termes de capitalisation, j'aurais bien pris plus de risques pour beaucoup moins de rendement. Mais c'est un choix. Vous comprendrez pourquoi il est important de suivre ces investissements régulièrement. Pour résumer, tout contrat d'épargne se fait sur le principe
d'investissement. Ce que je vais vous dire est donc avant tout du bon sens. Il y a un vieux dicton paysan qui dit ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. On parle ici de diversification. Maximiser l'indépendance entre les différents supports choisis. On parle ici de décorrélation. Limiter au maximum d'acheter des supports de la même société de gestion. Dans ce cas, c'est le gérant qu'il faut que vous rencontriez. C'est important. Ne pas viser des performances trop élevées, synonyme de risque souvent bien plus élevé. Méfiez-vous ici quand même des louanges des vendeurs, vous parlant uniquement des performances et de rendements élevés. Ne pas être pressé. On dit souvent qu'investir se fait sur de long terme. Ce n'est donc pas un hasard. Enfin, gardez à l'esprit que les performances passées ne préjugent jamais des performances futures. Regardez l'industrie aéronautique civile pour s'en convaincre. En même temps, bien malin serait celui capable d'anticiper la crise sanitaire que nous avons connue, surtout à cette échelle. En conclusion, mon portefeuille financier est le véritable moteur de tous les contrats financiers que je détiens, peu importe lequel. Le paramétrage de mon moteur se fait en fonction de mon appétence en matière de finances, ma compréhension des marchés, mon comportement en fonction de scénarios financiers type, etc. Ainsi, vous serez de fait soumis à un questionnaire, dont le résultat est ni plus ni moins de donner un score permettant de savoir si vous avez plutôt un profil prudent, plutôt un profil équilibré ou un profil dynamique. Quelqu'un de prudent, par exemple, ne cherchera pas de gros rendements, mais plutôt de la stabilité et limiter son exposition au risque maximum possible. Quelqu'un de dynamique aura tendance à chercher des rendements importants et acceptera en contrepartie de prendre un peu plus de risques de perte en capital. Après, le professionnel doit arbitrer de son côté, car si je vous rencontre et vous me dites « Sylvain, je suis prêt à rouler à 200 km/h sur une route de montagne défoncée avec des épingles à 180 degrés », il y a de fortes chances que je vous invite à modérer vos envies. Tout est donc question de proportion. Vous êtes à présent avisé, bonne journée. Besoin de conseils éclairés? Bienvenue sur le blog Le Cercle des Avisés. Merci d'avance de vos likes, commentaires et partages. À bientôt.